Voilà, et bien bonsoir. Nous nous retrouvons de nouveau dans cette très belle salle de la Fédération nationale des travaux publics, des fidèles partenaires, si j'ose dire. Comme vous le savez, cette fédération rassemble de nombreuses entreprises des travaux publics, comme son nom l'indique, du génie civil, du bâtiment, de l'urbanisme. Et donc, nous sommes vraiment contents de travailler avec eux. Et j'annonce tout de suite la couleur, parce que tout à l'heure, on n'aura plus le temps, et puis peut-être j'oublierai, après ce merveilleux film que nous allons découvrir. Le 13 décembre prochain, nous aurons la soirée Afrique sur le thème de l'eau. Et nous aurons une conférence avec, bien sûr, la fédération, l'association de l'eau du Mali, l'Union de l'industrie de l'eau, qui est membre de la FNTP, EFAGE, la CAD, Coordination pour l'Afrique de demain, et bien sûr, nous-mêmes, les entretiens eurafricains, cette fois-ci, qui animeront le débat pour examiner comment les solutions pour réduire les inégalités d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans un contexte climatique et de sécheresse aggravée. Et comme vous le savez, je ne vais pas vous faire un baratin ce soir, mais après la COP27, ça vaudra le coup qu'on en dise un petit mot. Une Afrique qui paye cher les dérèglements climatiques que nous provoquons, n'est-ce pas, dans nos pays développés et industrialisés. Et une COP21 qui, vraiment, on a un petit peu honte des résultats de la rencontre. Mais on en parlera la COP27, pardon. Oui, mais depuis la 21 et depuis la début, depuis Copenhague, on n'avance pas. Hein. On sort toujours avec les mêmes déclarations et on a un petit peu honte, il faut quand même le dire. Mais on en parlera le 13 décembre. Et nous aurons un formidable film qui s'appelle Marcher sur l'eau. J'avais annoncé le film Barrage du Libanais, mais malheureusement, il sera en avant-première, il n'est pas encore sorti en salle. Et la maison de production nous l'a refusé. C'est très dommage, tant pis. Marcher sur l'eau, c'est très beau, un film de Maïga qui a été présenté à Cannes l'année dernière. Alors, ce soir, c'est la Colombie. Deux petits mots avant de passer la parole à Jean-Christophe qui représente la maison de production, puis à Marie-Christine qui est elle-même franco-colombienne avec qui nous avons choisi le film, et nous passerons aussi la parole, elle n'est pas encore là sur les écrans, mais à Carolina Portela qui est ethnologue, et nous l'aurons depuis Bogota. Donc c'est assez formidable. Alors pourquoi la Colombie? Eh ben, d'abord parce que je suis arrière-grand-mère d'une petite Colombienne. Tout simplement. Elle s'appelle Eva. Eva Escobar, ça ne s'invente pas. Elle est colombienne. Il n'y a rien à faire. Elle a 8 ans, elle n'est pas parmi nous ce soir, mais sa maman et sa grand-mère vont arriver. Moi, je suis l'arrière-grand-mère et nous avons l'arrière-grand-père ici dans la salle. C'est la 16e du genre, hein, quand même, hein, je veux vous le dire. Voilà. Mais la deuxième raison, c'est parce que ce film, Les Trains du Serpent, ça ressemble un peu à Dersou. Pour ceux qui étaient là le mois dernier et qui ont découvert la merveilleuse épopée sibérienne, là nous allons faire une épopée amazonienne, si j'ose dire. C'est Les Trains du Serpent, c'est le 3e long métrage de Sira Guerra. Je ne vais pas vous en parler plus avant puisque Jean-François va nous le présenter, mais je voudrais quand même dire quelques mots après Dersou, justement, parce que je me permettrai la comparaison. C'est un autre type de voyage, cette fois-ci dans la forêt immense de l'Amazonie qui couvre plus de la moitié de la Colombie, ou presque la moitié de la Colombie, mais aussi qui déborde la Colombie, et qui est restée, ça a changé, mais quand même inconnue, mystérieuse. Et le cinéaste, comme Kurosawa, si je peux me permettre la comparaison, plus qu'avec Werner Herzog, je vous ai fait un petit texte sur la comparaison avec les films de Werner Herzog. Mais cette fois-ci, je vais le faire avec Kurosawa, parce qu'il s'est appuyé sur les carnets de notes de scientifiques, un peu comme Vladimir Arseniev, mais celui-là, il était allemand, un ethnologue, Theodor Koch-Grunberg, et puis un botaniste, Richard Evan Schultz, voilà. Et cette Amazonie-là, il l'a découverte dans les notes, il l'a découverte dans des photos en noir et blanc, puisqu'à l'époque, c'était des photos en noir et blanc. C'était un peu la même période que Dersou-Sala, 1872-1924. Donc, il découvrait l'Amazonie et elle était inexplorée. Et il a eu envie de faire le film en noir et blanc.
Alors, on dit mince, c'est bête, parce que l'Amazonie, c'est un peu comme la Sibérie, il doit y avoir des images et des couleurs extraordinaires, mais il paraît que, et vous le verrez de toute façon, le film est grandiose, en noir et blanc, et il n'a pas... La raison, ce n'est pas seulement parce qu'il avait des photos en noir et blanc, c'est parce que il a voulu montrer un film à travers les yeux du chaman qui accompagne les scientifiques, un chaman, un indigène amazonien, qui, comme les autres indigènes ou amazoniens, pense que les Occidentaux, comme nous, les gens des pays développés, ils voient tout en noir et blanc parce qu'ils n'ont pas de vision globale du monde. Donc ils sont rétrécis. Et s'ils veulent avoir une vision en couleur, eh ben, il faut qu'ils élargissent un petit peu, il faut qu'ils ouvrent un peu leur esprit pour découvrir le monde. C'est original, venant d'un chaman qui avait perdu l'écriture et la culture, si j'ose dire, et qui l'a retrouvé au fur et à mesure de l'expédition. Donc c'est très original, mais je ne vous en dirai pas plus, bien sûr, puisque c'est pas moi qui dois présenter le film. Je vais donner la parole à Jean-François, simplement pour vous dire que c'est un film complexe, mythique, qui repose sur les légendes d'un peuple millénaire, un peuple fascinant, qu'on connaît très mal, nous ici. Et puis ensuite, Christine nous dira quelques mots, pourquoi elle m'a proposé ce film et pourquoi je l'ai accepté. Et puis nous entendrons aussi Carolina, mais déjà, Jean-François, s'il est connecté, je m'adresse à mon ami Jean-Christophe, pardon, s'il est connecté, Jean-Christophe, il va nous présenter un peu le film. Claude, malheureusement, Jean-Christophe et Sandra Carolina ne sont pas connectés pour le moment. D'accord, alors Marie-Christine, tu vas nous dire quelques mots. Bonjour. C'est Marie-Christine Crépy, je suis socio-anthropologue, je suis franco-colombienne et bien évidemment les sujets d'Amérique latine me tiennent très à cœur et en Amérique latine on a le gros défaut dans notre profession d'être ce qu'on appelle des scientifiques solidaires. Donc ça veut dire notre contexte disciplinaire, il est dans le bain de la multiculturalité, de la pluriculturalité, ça fait partie de notre affaire et les sujets qu'on touche, ils sont très près de nous. Actuellement en Colombie, comme vous le savez, il y a un grand changement dans la politique internationale. Il y a aussi une grande crise mondiale autour de l'environnement et autour des paradigmes scientifiques, économiques. Il y a une grosse crise, je pense, civilisatrice en ce moment. Civilisationnelle et je pense que c'est précisément le moment pour moi de faire rentrer ma petite voix là avec l'étreinte du serpent car l'Amazonie pour les Colombiens c'est un gros sujet. Et on est dans un gros moment politiquement parlant. En effet, on parlait du COP27. En ce moment, il y a tous les yeux, tous les médias qui sont sur les communautés natives de l'Amérique du Sud parce qu'en effet, il paraît qu'il pourrait y avoir des solutions pour le monde, pour avoir un monde à longue durée. Donc, en fait, l'étreinte du serpent, ça parle d'un territoire fantastique, d'une certaine façon qui n'existe pas, qui n'est pas réel. Et il y a vraiment un besoin de visibiliser ce territoire, le désexotiser, lui rendre c'est un sujet. L'Amazonie doit commencer à être un sujet et non pas un objet. Parce qu'en étant un objet, alors c'est là où on a commencé à vraiment la considérer comme un élément d'exploitation. Et on a invisibilisé les populations qui faisaient partie et qui avaient des pratiques millénaires. On a interrompu des pratiques millénaires sur le territoire par des dispositifs de colonisation qui ont été, à travers la pensée, très violents. Si on ne parle pas des choses physiques, en fait, il y a eu de la violence physique avec la présence de la Casa Arana. Il y a eu des dispositifs mentaux, rien que de considérer l'Amazonie comme un endroit mystique et sans personne et sans habitants, c'est très violent parce qu'en fait, il y avait des populations.
Alors, ce qui est intéressant de l'étreinte du serpent pour moi, c'est que pour une première fois, on parle de l'Amazonie comme d'un territoire, d'un lieu où on lui donne tous les sens, des êtres humains qui l'ont habité, des choses qu'ils ont vécues, des sens, des lieux dans le sens de Marc Auger, du lion non-lieu, c'est-à-dire tous les sens qu'il y a autour du lieu. On reprend, on redimensionne les individus qui habitent ces territoires à travers la douleur, parce que c'est un rêve cauchemar et il y a énormément de douleur dans ce film. Alors je vous invite à le voir et ben voilà, on discutera après le film et on vous répondra aux questions. Oui, alors Marie-Christine, oui, vous pouvez l'applaudir. Elle me fait penser à quelque chose que j'avais noté, que j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que la forêt ici est analysée comme un être vivant. C'est un être vivant pour non seulement les cinéastes, mais pour les gens qui l'habitent et les gens qui la découvrent. Une forêt à qui on parle et qu'on respecte. Et si on ne le fait pas, évidemment, elle vous rejette. Et c'est là que vous vivez les pires cauchemars. Et je crois que dans le film, vous allez voir les deux choses. Le rêve, la forêt qui vous aime et qu'on aime, et puis qui se venge. Hein, donc, voilà. Donc, je vous dis, si Jean-Christophe n'est pas toujours connecté, François, non. Et bien voilà, Carolina non plus. Non plus. Donc, elle sera peut-être là après le film. Elle parle espagnol. Marie-Christine aussi, bien sûr. On va les appeler. On verra s'ils seront là parmi nous pour répondre à vos questions, car je suis sûre que vous en aurez de nombreuses. Marie-Christine sera peut-être très capable d'y répondre. Moi, ce sera un peu plus compliqué, ne connaissant pas encore l'Amazonie, mais c'est pour mon prochain voyage. Bonne séance et bonne projection. Dañara David, Nuka Henote, Iad, Ugo Baitanian, the Nomo Unubicate, Dainon and the Kite, the Nohapu. Inako igual de Krimuru, Munda Kajum. Inomo yo Krona Baiti. Did you jive, baby? Koivana Imak, Hatsikum Haitum, the no Nutum, Rano, Taupasikum Haitum, Rano Main a bit tumor. The no Nutum, Nukaitum, Imakuhenaka, Imakubaika. Uimana, Itumak, Ruida, Bitumak, Imakuidi. ¡No tenemos caucho! ¡Deus! ¡Eu sou a Messia, o Redentor do sitio! ¡Doi maones al infierno de alma! Onna uite enne emotot ijanat. On akata itte ba. Dokuine ijana.